Notre périple au Canada commence dans la province de l'Ontario. Après une arrivée à Toronto, nous prenons la direction des chutes du Niagara. Un premier arrêt a lieu au pittoresque village de Niagara-on-the-Lake, aux rues bordées d'élégantes bâtisses et demeures de style purement britannique. Après l'escarpement du Niagara et une belle horloge florale, nous arrivons aux chutes. À la frontière entre le Canada et les États-Unis, la rivière Niagara, qui relie le lac Erie au lac Ontario, dévale une falaise de plus de 50 mètres. Les chutes américaines sont larges de 260 mètres. Du côté canadien, les chutes, larges de 675 mètres, sont en forme de fer à cheval. Un pont franchit la gorge séparant le Canada des États-Unis. Une plateforme d'observation surplombe les chutes et offre une vue générale du site. Une promenade en bateau permet d'approcher les chutes de très près. Durant le repas, dans un restaurant avec vue panoramique, le soleil a la bonne idée de sortir, éclairant les chutes d'une lumière nouvelle.
À quelques kilomètres à peine en aval des chutes, la rivière Niagara décrit un coup de brusque qui crée un violent tourbillon très spectaculaire. Comme à l'aller, nous franchissons le canal Véland, creusé au début du XIXe siècle. Long de 42 km, navigable, il relie les lacs Erie et Ontario en contournant les chutes. En cours de route, nous remarquons un certain nombre de vignobles. La région de Niagara produit un vin renommé. Au loin, au-delà du lac Ontario, se profilent les tours de Toronto. C'est une grande métropole de plus de 8 millions d'habitants, un important centre financier, commercial et culturel. Le nouvel hôtel de ville, ultramoderne, remplace depuis 1965 l'ancien hôtel de ville du XIXe siècle, aujourd'hui un tribunal de province. La CN Tower, avec ses 553 mètres, est un poste d'observation idéal. On peut admirer la ville illuminée à 346 mètres au-dessus du sol. On aperçoit illuminé le plancher en verre sur lequel il est également possible de se risquer. Tout au bout du lac Ontario, Kingston a été la première capitale du Canada uni. Le Parlement d'alors est à présent l'hôtel de ville. La capitale devait être par roulement Kingston, Toronto, Ottawa ou Québec. De là naît le fleuve Saint-Laurent et arrive le canal Rideau qui sera évoqué ultérieurement.
Kingston ou la localité voisine de Gananoque sont des départs de croisière vers les Mille-Îles. Cet archipel est constitué de plus de 1000 îlots de taille inégale, parfois minuscules, habités ou sauvages, boisés ou dénudés. Nous nous approchons peu à peu d'Ottawa, 1 million d'habitants, capitale du Canada depuis 1857. Même en pleine ville, les écureuils sont très à l'aise. Situé sur une colline qui surplombe la rivière Ottawa, se dresse l'imposant Parlement. Il comprend un édifice principal, avec la Tour de la Paix, flanqué de 2 autres bâtiments. De style néogothique victorien, en grès, il a été achevé en 1860. Ces statues commémorent la lutte des suffragettes en faveur du droit de vote des femmes. Du haut de la colline, on découvre au-delà de la rivière Ottawa de nombreux édifices. Le musée des Beaux-Arts et la cathédrale Notre-Dame, de culte catholique, construite au milieu du XIXe siècle. L'ambassade des États-Unis, le Château Laurier, un des grands hôtels de luxe construits par les compagnies de chemin de fer au début du XXe siècle. Le musée de l'histoire du Canada.
Sur la place s'élève un monument commémoratif de guerre du Canada. Le canal Rideau est un site classé UNESCO. Long de 200 km, il a été aménagé au XIXe siècle entre Ottawa et Kingston pour la navigation. Il est aujourd'hui une zone de loisirs, promenade l'été et patinoire l'hiver. Au Musée canadien de l'histoire, la splendide grande galerie abrite une importante collection de totems. On peut découvrir aussi l'histoire et la diversité des peuples autochtones du Canada. D'autres niveaux mettent en valeur l'histoire du Canada jusqu'à nos jours. Les premiers peuplements humains, les nouveaux arrivants venus d'Europe, de 1763 à 1914, le Canada colonie britannique, depuis 1914, le Canada moderne. À l'extérieur, on peut apprécier la superbe architecture du bâtiment et une vue différente sur la ville. Devant le musée des Beaux-Arts, cette curieuse réalisation est appelée Maman. Au centre-ville, le marché Bi est animé toute l'année. De nombreux étals de maraîchers, à l'extérieur en cette saison, attirent notre attention par la présentation originale des produits. À Montréal, 3 millions d'habitants, nous venons d'arriver au Québec, province francophone. C'est l'acte de Québec en 1774 qui permet aux Canadiens français de garder leur langue et leur religion. Par le pont Jacques-Cartier, nous gagnons l'île Sainte-Hélène qui offre de jolies vues sur la ville. La ville s'étend entre le Vieux-Montréal, au bord du Saint-Laurent, et le Mont-Royal. C'est cette colline de 234 mètres au centre de l'île, appelée la Montagne, qui a donné son nom à la ville. Le parc du Mont-Royal, créé en 1876, constitue une zone verte protégée très importante pour Montréal.
Le mont offre des vues spectaculaires sur la ville et notamment sur le parc olympique créé pour les Jeux de 1976. Retour vers la ville pour d'autres découvertes. De nombreuses façades possèdent des escaliers extérieurs de toutes formes, particularité de Montréal. Nous traversons la place des Arts et le quartier des spectacles. En 1966, quand les premières lignes de métro ont été ouvertes, la ville souterraine a commencé à se constituer. Aujourd'hui, elle s'étire sur plus de 30 km. On y trouve de multiples magasins, restaurants, hôtels et salles de spectacle. Tu tentes de pointe pendant la sienne à tous les 5 minutes. Donc, C'est du balcon de l'hôtel de ville qu'en 1967, De Gaulle avait lancé son fameux « Vive le Québec libre ». La ville possède un quartier chinois très animé. La basilique Notre-Dame de Montréal, bâtie en 1829, est l'église catholique la plus vaste de la ville. Nous sommes à présent en route pour Saint-Grégoire, où nous devons être accueillis par des familles québécoises chez qui nous allons passer la nuit. C'est de l'autre côté du Saint-Laurent, à Trois-Rivières, que demeurent Monique et Jim. La soirée avec eux sera riche en échanges et nous penserons toujours avec émotion à la chaleur et la sincérité de leur accueil. L'écran. Alors, à Missoula, pas Missoula, au Montana, Monique a rencontré une Française. Oui, une dame qui, c'est ça, on était sur un petit balcon un matin, puis elle dit, ça parle français? Mais j'ai dit oui. Puis elle parle, je lui ai dit, mais vous êtes française? Ben, elle dit oui, je suis née en Grèce. Sa maman est décédée, elle avait 2 ans. Oh non. Est-ce que ça se pourrait? Non. Ça fait rien, Moi, c'est pas j'ai de vu lumière, ça. ça fait rien.
Dans un parc, Jim nous fait découvrir le drapeau acadien. Le parc des Trois Bérets, le long du Saint-Laurent, est le théâtre chaque année d'une manifestation de sculpteurs de bois. Les réalisations sont très variées. Le parc national du Bic a été créé en 1984 pour protéger la faune et la flore du Saint-Laurent. Des récifs, des anses, agrémentés par une flore variée. C'est beau, calme et reposant. Comète on appelle, mais à marée basse vous avez une langue de sable qui relie tout ça. Au bout, vous voyez une île qui est au milieu, ça c'est l'île Brûlée, et à droite de l'île Brûlée il y a une bosse, c'est ça l'île au massacre, elle est quasiment collée au continent. À Pointe-au-Père s'élève le deuxième plus haut phare du Canada, bâti en 1909. De sa plateforme, on découvre un splendide panorama. Pointe-au-Père est un des nombreux phares qui jalonnent le Saint-Laurent pour faciliter la navigation souvent délicate. Dans ce secteur de Rimouski, le 29 mai 1914,
le paquebot Empress of Ireland, heurté dans le brouillard par un charbonnier norvégien, a coulé en 14 minutes, faisant 1012 morts. Avant de quitter les lieux, nous assistons à un ballet d'oiseaux migrateurs. Nous partons vers la péninsule de Gaspésie par la vallée de la rivière Matapédia, renommée pour la pêche au saumon. C'est le repos des chasseurs qui viennent de tuer un orignal. Ormes et érables sont déjà revêtus de belles couleurs. Nous longeons un village amérindien. De l'autre côté de la baie des Chaleurs, c'est le Nouveau-Brunswick, terre redevenue acadienne à partir de 1763. Nous arrivons au parc national de Miguasha, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Nous sommes plongés dans le monde du Dévonien supérieur il y a 400 millions d'années. De nombreux fossiles de plantes et d'animaux proviennent des falaises de Miguasha et révèlent d'importants éléments de la chaîne de l'évolution. Ce fossile, unique au monde, expliquerait le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Un beau coucher de soleil illumine la baie des Chaleurs. Il fait nuit lorsque nous arrivons à Bonaventure. Ce village a été fondé en 1760 par les Acadiens qui fuyaient l'ordre de déportation donné par les Anglais entre 1755 et 1763.
Percé, situé à la pointe de la péninsule gaspésienne, doit son nom à l'énorme rocher percé qui se dresse au milieu de sa baie. Autrefois ville de pêche, c'est aujourd'hui une station de villégiature animée. Une excursion en bateau permet de s'approcher plus près du rocher. Le rocher percé est un immense bloc de calcaire qui s'est formé au fond des eaux durant les périodes dévoniennes il y a 400 millions d'années. Puis le bateau gagne l'île Bonaventure toute proche. Des multitudes d'oiseaux et surtout des fous de bassan nichent dans les hautes falaises à l'est de l'île. Des phoques se prélassent sur les rochers qui affleurent. Le bateau a accosté et nous traversons l'île pour aller observer de près les fous de bassan.
il ne faut pas oublier que la Gaspésie est une zone de pêche. Ce soir, c'est un repas homard. C'est très bien. Je souris, parce que généralement je souris pas. souris parce que généralement on a l'impression. Je coupe. D'ailleurs, on ne peut pas les casser. À Gaspé, tout est prévu pour la croisière d'observation des baleines. Un beau zodiaque et des combinaisons étanches. Mais pluie, vent, froid, forte houle rendent la navigation délicate. Nous ne voyons que les falaises calcaires du parc Forillon. Et il faut rentrer prématurément sans avoir vu la moindre baleine. Dans un ancien magasin général, un petit musée rappelle que toute cette côte de Gaspésie était un important lieu de pêche. La morue salée séchée était vendue à l'étranger, notamment en Europe et surtout au Portugal. Prenez-en un, prenez-en deux, mais n'allez pas le dire. Prenez-en un, prenez-en deux, mais n'allez pas le dire. Car si mon papa le savait, il en saurait leur dire ah oui bien. Un petit mot pour rire, mesdames, et puis un petit coup à boire. Un petit mot pour rire, mesdames, et puis un petit coup à boire. Le tour de la Gaspésie se poursuit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sous la conduite d'un guide, nous découvrons le parc national de la Gaspésie. Cette partie de forêt, détruite par un incendie il y a 20 ans, est en train de se reconstituer. Chose aussi intangible que la lumière pour la transformer en matière. La photosynthèse, c'est ça que ça fait comme miracle. On prend quelque chose de carrément immatériel pour en faire de la matière. À partir de ça, on va pouvoir la consommer. De là, les chaînes alimentaires.
Les orignaux qui vivent dans le parc se nourrissent de branches et feuilles et souvent détruisent les arbres. Nous apercevons le sommet du mont Ernest-Laforce à 820 mètres d'altitude. Depuis l'observatoire, battu par les vents, nous constatons que nous sommes entourés de montagnes. Ce sont les monts Chic-Choc et Mac-Gérigl d'environ 1200 mètres d'altitude. Un orignal femelle continue tranquillement de se nourrir, ignorant la présence du groupe qui l'observe. Matane est connue pour sa pêche au saumon. La passe migratoire du barrage Mathieu d'Amour permet aux poissons de remonter le cours de la rivière Matane entre juin et octobre. Un nouveau jour se lève sur le majestueux Saint-Laurent, navigable sur plus de 3700 km entre l'Atlantique et le lac supérieur aux États-Unis. Sa largeur varie de 1 à 300 km. Aux environs de Rimouski, nous sommes accueillis dans le domaine Valga, au cœur de la forêt. Les arbres ont revêtu leur plus belle couleur d'automne. C'est avec beaucoup de jovialité et d'enthousiasme que le propriétaire et son fils nous font découvrir les lieux. C'est ça la mort de Pline? Ouais, on appelle ça un balai de sorcière, nous. De mourir. Ces arbres ont été abattus par les castors. C'est l'occasion d'être informé sur leur construction de barrages ou de cabanes. C'est des gens, hein. Puis ça construit de manière structurée, quoi. C'est pas tout en vrac. Hein. Il met ça sous l'eau pour être capable d'aller sous la glace chercher sa nourriture cet hiver. Moi, j'habite pas ici, j'habite dans le village en bas, dans la Sainte-Luce, dans le village directement, avec l'école primaire, tous les services. Oui, c'est vrai qu'après, il y a pas mal d'écoles. Ouais, dans tous les villages, dans toutes les communes, il y a une école primaire, jusqu'à 12 ans. Auberges et chalets ont été construits en bois rond.
Ceux qui veulent essayer, hein? Ouais. Ah oui, Venez ici, ceux qui veulent l'essayer. Essayez. Bon, ouais, voilà. Un peu. C'est bon? Ouais. Je lâche? Ouais, elle se regarde. Une extension en cours de réalisation permet de découvrir ce mode original de construction en bois rond. De grandes zones fertiles s'étendent tout le long du Saint-Laurent, occupées par des fermes immenses. Le traversier de Lévis offre de superbes vues sur la ville de Québec. Jacques Cartier est venu plusieurs fois jusqu'à Québec au cours du XVIe siècle, mais c'est ensuite Samuel de Champlain qui crée la colonie de Nouvelle-France en 1608. Sur l'actuelle place Royale, la colonie française s'implante et se développe autour de l'habitation construite par Champlain, en fait un poste de traite pour les peaux de castor. Une maison d'époque a encore un toit recouvert de bardeaux. Un buste de Louis XIV ornait déjà la place Royale en 1686. Celui-ci date de 1948. Le buste d'un Amérindien lui fait face. L'église Notre-Dame-des-Victoires occupe l'emplacement de l'habitation de Champlain. La maquette du Brézé, le navire qui avait amené des troupes françaises à Québec en 1664, est suspendue dans l'église. La fresque des Québécois, réalisée en 1999, rend hommage à des personnalités célèbres de Québec et à ses citoyens. Tout au fond de la rue, c'est une maison construite en 1683 qui sert de gare aux funiculaires. Tout à côté du funiculaire, l'escalier casse-cou relie aussi la partie basse et la partie haute de la ville. Il fait bon flâner dans la très vivante rue du Petit Champlain, bordée de boutiques, d'artistes et d'artisans.
Un petit parc qui a déjà les décorations d'Halloween est dédié à Félix Leclerc. Retour à la place royale, à présent illuminée. Dès l'époque de Champlain, les Français avaient installé des canons sur une pointe rocheuse au bord du fleuve. Le château Frontenac a revêtu ses habits de lumière. L'hôtel Château-Laurier donne sur la place Georges V, de même que le manège militaire construit en 1888. Après la visite de la ville basse et du Vieux-Québec, nous partons découvrir la ville haute et d'autres aspects de Québec. Face à l'hôtel du Parlement, la fontaine de Tourny de 1855 est un cadeau de la ville de Bordeaux. L'hôtel du Parlement, bâti en 1886, de style Second Empire, présente une imposante façade ornée de personnages ayant marqué l'histoire de la province. On aperçoit les murailles de la citadelle. Le parc des Plaines d'Abraham, actuellement parc des champs de bataille, a été le théâtre de la bataille décisive de 1759 entre les Anglais et les Français mal préparés sous les ordres de Montcalm. La Nouvelle-France perdue passera officiellement à l'Angleterre par le traité de Paris en 1763. C'est aujourd'hui un immense parc de verdure. De nombreux festivals s'y déroulent chaque été. Au sein du parc se trouve le jardin Jeanne d'Arc, entouré de belles maisons.
Une tour martello de défense, 1812. Sur la place d'Armes se dresse la statue de Champlain, 1898. Devant le château Frontenac, la terrasse du Ferin constitue une promenade idéale pour admirer la ville, le fleuve et ses environs. En hiver, la glissade amuse petits et grands depuis 1884. Tout au bout de la terrasse, le drapeau flotte sur la citadelle. Le château Frontenac, symbole de Québec, est un prestigieux hôtel inauguré en 1893 par la compagnie ferroviaire Canadian Pacific. L'imposant édifice du bureau de poste a été inauguré en 1873. L'étroite rue du Trésor, tracée en 1689, est devenue une galerie d'art en plein air. La basilique catholique Notre-Dame de Québec, souvent agrandie et rénovée, s'élève à l'emplacement où Champlain avait en 1633 fait construire dans la ville haute une église votive dédiée à la Vierge. L'hôtel de ville a été inauguré en 1896. Les bannières sont celles des villes bienfaitrices de Québec. Dès le XVIIe siècle, la mission des Ursulines était l'éducation des filles. La chapelle à usage des fidèles et la chapelle pour les religieuses présentent toutes deux un beau décor. La cathédrale anglicane Holy Trinity date de 1804. Le séminaire de Québec, créé en 1663 par Monseigneur Laval, est devenu en 1852 la première université française en Amérique. Il abrite aujourd'hui une école d'architecture. La petite maison Jacquet de 1677 est la plus vieille demeure du Québec. À quelques kilomètres à l'est de Québec, avant de déboucher dans le Saint-Laurent, la rivière Montmorency se précipite d'une hauteur de 83 mètres, 30 mètres de plus que Niagara. 487 marches accrochées à la falaise permettent de parvenir au pied de la chute. Un pont suspendu enjambe la rivière et offre une vue spectaculaire sur les chutes assourdissantes. On peut flâner dans le parc avant d'amorcer la descente. La chute Montmorency est une très belle cascade en été et devient un énorme cône de glace en hiver. Un pont permet de gagner l'île d'Orléans face à Québec. L'île d'Orléans, c'est 42 000 de choses tranquilles pour
pour oublier toutes ses blessures, disait Félix Leclerc. L'île est couverte d'érablières au nord et sur le plateau central. Le dîner, dans une cabane à sucre, donne l'occasion de déguster des plats typiques largement arrosés de sirop d'érable, de découvrir aussi les activités des bûcherons durant les longues soirées d'hiver. On joue de la musique, on se divertit avec de petits jouets fabriqués avec le bois, on danse. Le petit musée installé à côté a reconstitué les différentes étapes du travail des bûcherons. On y voit aussi les étapes de la fabrication du sirop d'érable, déjà en vigueur chez les Amérindiens. Il faut entailler le tronc de l'arbre au printemps à la montée de la sève et faire bouillir 40 litres de sève pour obtenir 1 litre de sirop. Un rituel consiste à goûter le sirop d'érable chauffé et versé sur la neige. C'est un bonbon succulent. À la vue des vertes prairies bordant le fleuve à l'est de Québec, Jacques Cartier se serait écrié « Quel beau pré !» Champlain et les colons se sont établis sur ces terres dès 1630. Il subsiste encore des anciens fours à pain et des réserves pour entreposer la nourriture en hiver. On y mettait aussi les morts, en attendant que le dégel de la terre rende l'inhumation possible. Le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré est un haut lieu de pèlerinage fondé en 1658 par les pionniers de la côte de Beaupré. La basilique actuelle date des années 1920. La basilique est remarquable par les détails de son ornementation. Une grande statue dorée de Sainte-Anne portant la Vierge dans ses bras. La voûte à berceau est couverte de mosaïques à fond d'or relatant la vie de la sainte. La lumière filtre à travers de splendides vitraux. Cette Pietà est une réplique de l'original de Michel-Ange à Rome.
nous arrivons au manoir du lac de l'Age, situé en pleine forêt. Ces installations de chaises nous intriguent. C'est un mariage qui doit se dérouler là. La vue est splendide, mais il ne fait vraiment pas chaud. Pour l'heure, nous gagnons l'intérieur pour assister à une conférence passionnante faite par un trappeur. Piéger les animaux, surtout les castors, utiliser leur viande et leur fourrure, en faire commerce, était déjà pratiqué par les peuples autochtones. J'ai eu à le faire aussi pour régler des problèmes avec les êtres humains. Donc, les coyotes qui tuent les brebis du fermier, le renard qui mange les poules, l'agriculteur, les ratons laveurs qui sont rendus dans la cheminée d'un banlieusard, etc. Donc, j'ai eu à faire du piégeage pour plein de raisons et je suis aussi impliqué dans le piégeage pour le commerce de la fourrure, qui est une industrie qui est vieille comme l'Amérique du Nord. On va parler de ça un peu. Qui existe encore et qui pour moi a été très important. Moi, j'ai payé toutes mes études à l'école en vendant de la fourrure des animaux que je récoltais. Donc, j'apprenais sur les animaux et je finançais ça avec les animaux que je réussissais à capturer en faisant ça. Et en plus, ça me donne des médicaments pour ma famille. En plus, ça me donne du cuir. Donc, c'est vraiment l'animal à tout faire pour eux. J'en ai déjà vendu jusqu'à 75-80 € pour une fourrure. Et maintenant, aujourd'hui, ça vaut environ 5 €. Et là, ça c'est une chose de la fourrure qu'on doit apprendre, c'est que le prix de la fourrure n'a rien à voir avec le trappeur, ça a tout à voir avec l'économie mondiale. La journée n'est pas terminée. Il nous reste du temps pour profiter des magnifiques couleurs sur le lac. Et le soir venu, nous découvrons une autre activité traditionnelle, celle des contes et légendes. Qui était une sorte de machine qui envoyait des ondes. C'était des ondes dans l'air. Mais c'était pas précisé à quoi ça servait. Dans le bas de la lettre, tout ce que Matthews pouvait lire, c'était « Sois patient, eux vont t'expliquer ». Ça ne veut rien dire, tout à fait là. Arthur Matthews était bien occupé, il avait beaucoup de travail, il était quand même, son emploi d'ingénieur hydroélectrique au Canadien national occupait quand même beaucoup. Fait qu'il laisse ça soigneusement sur son pupitre dans son laboratoire. Il dit, aussitôt que j'ai le temps, je m'en occupe, ça a l'air important. Encore quelques belles images avant de quitter les lieux.
Le moment de regagner Montréal et l'aéroport approche. Mais auparavant, nous avons souhaité prendre un peu de hauteur au-dessus de la Mauricie. Bien sûr, nous avons été émerveillés par les beaux paysages ornés de leurs somptueuses couleurs d'automne. Mais c'est avec une grande émotion aussi que nous avons appris à mieux connaître l'histoire des Québécois. Il y a 400 ans, des hommes et des femmes ont quitté la France pour ces terres lointaines. Ils y ont travaillé, les ont mis en valeur, en ont fait une province aujourd'hui prospère. 8 millions de Québécois occupent un territoire grand comme 3 fois la France. Il est touchant de voir combien ils sont attachés à maintenir leur lien avec la France et à défendre la langue française. Je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose. Un touriste français est le bienvenu, accueilli avec disponibilité, gentillesse et chaleur. Merci les Québécois.